Tu crois que ton uniforme chic te rend meilleur que moi, mon vieux, a crié l'inspecteur Morrison à travers la salle d'audience fédérale. Inspecteur, vous devez vous calmer et répondre aux questions du juge, a répondu le général Washington depuis son siège dans la galerie. Ne me dis pas quoi faire. J'en ai marre des gens comme toi. Le visage de Morrison devint rouge alors qu'il s'avançait vers le vétéran chevronné. Son poing a frappé la mâchoire du général devant la salle d'audience bondée. Du sang apparut sur la lèvre du général, mais il resta debout. Ce que Morrison ne savait pas, c'est qu'attaquer un vétéran décoré devant un tribunal fédéral non seulement détruirait sa carrière, mais révélerait également la plus grande conspiration de corruption policière de l'histoire des États-Unis. Avant de plonger dans cette puissante histoire de courage et de justice, laissez un commentaire ci-dessous en nous indiquant d'où vous regardez. Cette histoire vous rappellera pourquoi il est toujours important de défendre ce qui est juste. Les lourdes portes en bois de la salle d'audience 12B du palais de justice fédéral d'Atlanta grinçaient en s'ouvrant, résonnant dans les couloirs de marbre. Le général Marcus Washington entra, son corps vieilli mais toujours droit comme un homme qui avait passé des années à servir son pays. Ses mains burinées agrippaient un épais dossier marron tandis qu'il examinait la salle d'audience bondée. Aujourd'hui était différent de toutes les batailles qu'il avait menées au Vietnam ou dans le Golfe Persique. Aujourd'hui, il s'est battu pour sa fille de 17 ans, Zara. Veuillez vous lever pour l'honorable juge Elena Rodriguez, a annoncé l'huissier. La juge Rodriguez entra, sa robe noire flottant derrière elle alors qu'elle prenait place derrière le banc. Elle avait examiné ce dossier 3 fois avant de l'accepter. Ce qui a commencé comme une simple accusation de trouble à l'ordre public contre une adolescente s'est rapidement révélé être quelque chose de bien plus sombre. Nous sommes ici aujourd'hui pour l'affaire Zara Washington, a commencé la juge Rodriguez, sa voix coupant la tension. Cette affaire a été transférée à la juridiction fédérale en raison de preuves préliminaires suggérant des violations systématiques des droits civils. Dans la galerie, le détective Blake Morrison se tortillait avec inquiétude. Il s'attendait à une affaire de routine, une autre fauteuse de troubles obtenant ce qu'elle méritait. Mais maintenant, des agents fédéraux étaient impliqués, et ce vieil homme au premier rang continuait à le fixer avec des yeux perçants et calculateurs. L'agent Diana Torres était assise dans la section des observateurs, un carnet à la main. Le FBI surveillait Morrison depuis des mois suite à une plainte détaillée déposée par le général lui-même. 2 années de documentation méticuleuse ont conduit à ce moment. Zara était assise entre son grand-père et sa tante Rebecca, une éminente avocate des droits civiques. Bien qu'elle n'ait que 17 ans, Zara arborait la même allure militaire que son grand-père. Elle était cadette à la Riverside Military Preparatory Academy, conservant une moyenne de 4,0 et dirigeant l'équipe de forage. Le détective Morrison a appelé sèchement le juge Rodriguez. Veuillez expliquer au tribunal pourquoi vous avez jugé nécessaire d'arrêter un brillant élève de 10 ans lors de ce que vous avez décrit comme un contrôle routier de routine. Morrison se leva, la poitrine gonflée par une fausse confiance. Votre honneur, le suspect a fait preuve d'un comportement agressif de type militaire et m'a parlé sur un ton inapproprié pour un civil. Le général Washington serra la mâchoire. Le dossier de Morrison contenait 9 arrestations similaires, impliquant presque toutes de jeunes Afro-Américains dans un quartier qui n'était composé que de 52% de Noirs. Le juge Rodriguez s'est penché en avant. Inspecteur, saviez-vous que mademoiselle Washington est inscrite dans une académie militaire préparatoire où une telle conduite de style militaire est non seulement appropriée mais obligatoire? La salle d'audience est devenue silencieuse. Le visage de Morrison rougit lorsqu'il réalisa sa première erreur, bientôt suivie de bien d'autres. La douceur des paroles du général a touché une corde différente jusqu'à présent. Ce qu'aucun d'entre eux ne savait, c'est que cette affaire allait révéler la plus grande conspiration contre les droits civiques depuis l'ère Jim Crow. Et le détective Morrison était sur le point de commettre la plus grosse erreur de sa vie. Le juge Rodriguez a ouvert le dossier de Morrison et a commencé à le lire à haute voix. Les chiffres racontent une histoire qui rend cette salle d'audience inconfortable. Inspecteur Morrison, au cours des 5 dernières années, vous avez procédé à 412 arrestations, dont 367 concernaient de jeunes Afro-Américains. Pouvez-vous expliquer ce modèle? Morrison a desserré sa cravate. Je patrouille dans les quartiers à forte criminalité. Votre honneur, c'est simplement une question de chiffres. Intéressant, a poursuivi le juge Rodriguez, car selon les archives du département, vous avez demandé à plusieurs reprises des transferts vers ces quartiers spécifiques. L'agent Torres a remarqué le changement de langage corporel de Morrison. Ses mains bougeaient davantage. Sa voix s'éleva. Les signes qu'un homme cache quelque chose.
Le général Washington est resté parfaitement immobile. Il avait déjà vu ce comportement lors d'enquêtes militaires. Morrison était sur le point de craquer sous la pression. « Votre honneur, je ne vois pas en quoi mes fonctions de patrouille sont liées à cette affaire », a déclaré Morrison à voix haute. Parce que 17 autres familles ont déposé des plaintes similaires contre vous, toutes impliquant de jeunes étudiants noirs lors de prétendus contrôles de routine, la salle d'audience bourdonnait de murmures. L'avocat désigné par Morrison, un homme fatigué, a tenté de s'y opposer, mais le juge Rodriguez a insisté. « Inspecteur, saviez-vous que Zara Washington n'avait pas de casier judiciaire? Saviez-vous qu'elle revenait chez elle après avoir fait du bénévolat à l'hôpital des anciens combattants? Saviez-vous qu'elle portait des certificats de travaux d'intérêt général lorsque vous l'avez arrêtée? » Le visage de Morrison est devenu rouge. Elle a agi de manière suspecte. J'ai dû enquêter. En quoi était-elle suspecte? En marchant parce qu'elle était noire? Ce n'est pas ce que j'ai dit, a déclaré le général Washington en ouvrant son dossier. À l'intérieur se trouvaient des photos, des déclarations de témoins et des rapports de police datant de 5 ans. Toutes les preuves pointaient vers la même conclusion. Morrison a systématiquement ciblé les jeunes noirs. Le juge Rodriguez a regardé l'agent Torres. « Agent, le FBI a-t-il trouvé un lien entre les arrestations et les condamnations du détective Morrison ?» Torres se tenait debout. « Votre honneur, sur les 412 arrestations effectuées par Morrison en 5 ans, seulement 63 ont abouti à des condamnations. La plupart des accusations ont été abandonnées en raison du manque de preuves. Le calcul était simple et accablant. Morrison a arrêté des innocents et détruit leur vie sans raison. » Morrison sauta sur ses pieds. « C'est ridicule. Je fais mon travail. » Mais le juge Rodriguez n'en avait pas fini. Elle avait encore une surprise qui allait tout changer. « Détective Morrison, connaissez-vous une entreprise appelée Atlantic Security Solutions ?» Morrison pâlit. Le général Washington sourit pour la première fois ce jour-là. La véritable enquête ne faisait que commencer. Les mains de Morrison tremblaient tandis que le juge Rodriguez répétait sa question sur Atlantic Security Solutions. Il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un découvre ce lien. « Je ne sais pas de quoi tu parles », balbutia Morrison. L'agent Torres s'est levé et s'est approché du banc du juge. « Votre honneur, nous avons des relevés bancaires montrant que le détective Morrison a reçu des paiements mensuels d'Atlantic Security Solutions au cours des 3 dernières années. »« C'est impossible », s'exclama Morrison en se levant d'un bond. « Vous ne pouvez pas le prouver. » Le juge Rodriguez a brandi une pile de documents. « Au contraire, détective, nous pouvons. Voici des copies de vos relevés bancaires. 15 000 $ déposés mensuellement comme sur des roulettes. » L'avocat de Morrison a essayé de le calmer, mais il était trop tard. 3 heures d'interrogatoire ont poussé Morrison au-delà du point de rupture. « Ce sont des mensonges », a crié Morrison. « Les vieux soldats comme moi ne comprennent pas le vrai travail de la police. » Il a pointé du doigt le général Washington avec colère, son visage rouge de rage. « Tu penses que tu es si intelligent, vieil homme? Tu penses que ton uniforme chic te rend meilleur que moi? » Le général Washington s'est élevé lentement. À 66 ans, il imposait encore le respect simplement en se tenant debout. « Inspecteur, je pense que vous devriez vous calmer. »« Ne me dites pas quoi faire, » hurla Morrison. « J'en ai marre des gens comme vous qui pensent que vous dirigez tout. » Morrison fit 3 pas rapides vers le général. Sa main droite serrée en poing. Le temps semblait ralentir. Son cou a atterri sur la mâchoire du général Washington. Le son était net et clair dans la salle d'audience silencieuse. Mais le général n'est pas tombé. Des années d'entraînement militaire lui ont appris à encaisser les coups. Il se tenait fermement, du sang coulant de sa lèvre, regardant Morrison droit dans les yeux. « Inspecteur, » dit calmement le général Washington, « vous venez de confirmer toutes les accusations portées contre vous. » L'agent était déjà en mouvement. Elle saisit les bras de Morrison et les tira derrière son dos. « Blake Morrison, vous êtes en état d'arrestation pour agression sur un témoin fédéral et agression sur un vétéran. » Morrison se débattit contre les menottes. « C'est de la folie, je me défendais. » La juge Rodriguez a frappé fort. « Huissier, évacuez la salle d'audience. »« Agent Torres, je demande que l'inspecteur Morrison soit détenu sans caution dans l'attente d'une enquête fédérale complète. » Alors que Morrison était emmené, criant toujours des menaces, le général Washington toucha sa lèvre ensanglantée. Zara s'est précipitée pour l'aider, mais il lui a fait signe de reculer.
Grand-père, ça va, demanda-t-elle. Le général sourit malgré la douleur. J'ai connu pire, ma chère, mais l'inspecteur Morrison vient de commettre la plus grosse erreur de sa vie. L'agent Torres s'est tourné vers le juge Rodriguez. Votre honneur, je demande l'élargissement immédiat de cette enquête. D'accord, répondit Rodriguez. Et agent Torres, je veux un rapport complet sur Atlantic Security Solutions. La salle d'audience était chaotique, mais le général Washington se sentait apaisé pour la première fois depuis des années. La justice était enfin rendue. 3 ans plus tôt, le général Washington était assis dans son bureau en train d'examiner des dossiers militaires lorsque Zara a frappé à sa porte. « Grand-père, puis-je te parler » demanda-t-elle, la voix tremblante. Zara lui a raconté comment le détective Morrison l'avait arrêté lors d'un jogging matinal près de la base militaire. Il m'a interrogé pendant 20 minutes, me demandant où j'habitais et pourquoi je courais si tôt, comme si je faisais quelque chose de mal, a-t-elle expliqué. Il a ensuite dit que les enfants comme moi devraient rester dans leur quartier. Cette conversation a tout changé pour le général Washington. Né à Birmingham en 1957, Marcus Washington connaissait bien le harcèlement policier. Son père, vétéran de la Seconde Guerre mondiale, est mort dans ce que la police a qualifié d'accident lors d'une marche pour les droits civiques en 1963. Marcus n'avait que 6 ans. L'armée est devenue son refuge et sa cause pour dénoncer les injustices. Après l'incident de Zara, le général a commencé à surveiller le détective Morrison, appliquant des compétences acquises au fil des décennies dans le renseignement militaire. Il a photographié la voiture de patrouille de Morrison dans des endroits non autorisés. Il a assisté à des réunions communautaires où le nom de Morrison est revenu à plusieurs reprises. Le général a découvert que Morrison n'agissait pas seul. D'autres officiers ont suivi le même schéma, ils ont ciblé de jeunes hommes noirs dans des quartiers spécifiques. Ils ont procédé à des arrestations qui n'ont jamais abouti à des condamnations. En 2 ans, le général Washington a rassemblé un dossier de preuves de 300 pages, photos, déclarations de témoins, rapports de police, procès-verbaux d'arrestation, tous obtenus légalement et admissibles devant un tribunal. Il interrogeait discrètement les familles. Les parents, trop effrayés pour porter plainte officiellement, faisaient confiance au général. Ils lui ont parlé de preuves fabriquées, d'arrestations abusives et de menaces. Le cas le plus grave est celui de Damon Lewis, un musicien de 16 ans abattu lors d'un contrôle routier. Morrison a affirmé que Damon était armé. Aucune arme n'a jamais été retrouvée. L'affaire a été jugée fondée. Le général Washington a rencontré la mère de Damon, Eleanor Lewis. Elle lui a montré des photos des blessures de son fils, les balles étaient entrées par derrière, et non par devant, comme l'avait déclaré Morrison. « Pourquoi personne ne nous écoute ?» pleura Eleanor. « Mon bébé a été assassiné. » Le général lui tenait les mains. « Madame Lewis, je vous entends et je veillerai à ce que le monde vous entende aussi. » Fort de son expérience en matière d'audit militaire, le général Washington a contacté des agents fédéraux, et non la police locale. Il savait qu'il ne pouvait pas faire confiance aux forces de l'ordre local. Il avait besoin de personnes responsables devant Washington, D.C., et non devant les politiciens d'Atlanta. L'agent Diana Torres a été le premier agent fédéral à prendre la plainte au sérieux. Elle a examiné les preuves et a accepté d'ouvrir une enquête préliminaire. « Général, cela va au-delà d'un policier voyou », a averti Torres. « Êtes-vous prêt pour ce qui va arriver ?» Le général Washington a regardé les photos de Damon Lewis et s'est souvenu de la peur dans les yeux de sa petite fille. « Je me suis entraîné toute ma vie pour ce combat. » Le lendemain matin, l'agent Torres est revenu au tribunal avec une mallette remplie de preuves. Le juge Rodriguez a ordonné une audience complète pour examiner l'enquête fédérale. « Votre honneur », commença Torres, le FBI enquête sur le détective Morrison depuis 18 mois. Elle ouvrit la mallette, présentant le dossier original du général. Le général Washington a fourni plus de 300 pages de preuves documentées aux photos, déclarations de témoins, rapports de police tout obtenus légalement. Le général était assis au premier rang, la mâchoire encore gonflée par le coup de poing de Morrison, regardant Torres présenter l'affaire. Nous avons également placé un agent infiltré au sein du département de police d'Atlanta, a poursuivi Torres. L'agent Marcus Thompson, un vétéran noir ayant servi en Afghanistan, s'est porté volontaire pour aider à recueillir des preuves. Il a été témoin direct du comportement de Morrison et portait des enregistreurs lors de ses patrouilles. Torres a joué l'un des enregistrements de Thompson. La voix de Morrison résonna dans la salle d'audience. Ces gens doivent apprendre à rester à leur place.
On ne peut pas les laisser croire qu'ils font les règles ici. Le juge Rodriguez a arrêté l'enregistrement. Agent Torres, combien d'heures de séquence avez-vous? Plus de 200, votre honneur. Tous témoignent d'un ciblage racial délibéré. Les enregistrements ont révélé que Morrison n'avait pas agi seul. Le capitaine Robert Steele et le commandant William A. connaissaient les méthodes de Morrison et les encourageaient. Dans un enregistrement, le capitaine Steele a dit à Morrison: « Continuez comme ça. Ces quartiers ont besoin d'une police renforcée. » Torres a présenté des relevés bancaires montrant que Morrison possédait 3 maisons évaluées à plus d'1 million de dollars et avait acheté des voitures de luxe en espèces. Son salaire officiel n'était que de 68 000 dollars par an. Le détective Morrison détient des comptes offshore aux îles Caïmans, a expliqué Torres. De l'argent est transféré mensuellement d'Atlantic Security Solutions vers ses comptes. Atlantic Security Solutions était enregistré comme société de sécurité privée mais n'avait aucun employé et aucune activité commerciale réelle. Son seul but était de blanchir de l'argent. Le général a aidé Torres à retrouver la trace de l'argent en utilisant son expérience en matière d'audit militaire. Ensemble, ils ont découvert qu'Atlantic Security payait des dizaines d'agents dans plusieurs États. Votre honneur, nous pensons que cette conspiration implique 12 services de police dans 6 États, a déclaré Torres. Les agents reçoivent des primes en fonction des arrestations effectuées dans des quartiers spécifiques. Le juge Rodriguez avait l'air choqué. Agent Torres, dites-vous qu'il s'agit de crimes organisés? Oui, votre honneur. Une organisation criminelle opérant au sein de nos forces de police. Le général Washington se sentait justifié. 3 années de travail minutieux avaient permis de découvrir la vérité, mais il savait que ce n'était que le début. Morrison était en prison, mais ceux qui ont construit ce système étaient toujours libres. Torres avait encore une surprise. Votre honneur, nous avons identifié le cerveau de cette opération, Vincent Carvey, un ancien officier militaire. Le sang de Washington se glaça. Il connaissait le nom grâce à ses dossiers militaires. Vincent Carvey était censé être en prison pour crimes de guerre. Avec Morrison en détention fédérale et l'enquête en pleine expansion, les familles se sont enfin senties suffisamment en sécurité pour s'exprimer. Eleanor Lewis a organisé la première réunion communautaire à l'église baptiste Mount Olive. 50 personnes se sont entassées dans le sous-sol de l'église un mardi soir, parents, grands-parents, adolescents, tous partageant des histoires sur le détective Morrison et ses complices. Le général Washington arriva avec Zara, le visage encore marqué par le récent assaut de Morrison. La vue de ce vétéran décoré, visiblement blessé, inspira du courage à tous. Nous sommes ici parce que le silence n'a pas protégé nos enfants, déclara Eleanor à la foule d'une voix ferme et résolue. Il est temps de dire la vérité. Une à une, les familles ont partagé leurs expériences douloureuses. La mère d'Angela Foster a raconté comment Morrison avait dissimulé de la drogue dans le sac à dos de sa fille de 15 ans lors d'une perquisition scolaire. Bien que les poursuites aient finalement été abandonnées, Angela a perdu sa bourse universitaire. Le docteur Patricia Hughes, psychologue et ancienne membre de l'armée de l'air, a soigneusement documenté chaque témoignage. Elle a appliqué les méthodes apprises dans l'armée pour aider les victimes de traumatisme. Ces familles ont subi des abus systématiques, a expliqué le docteur Hugo Général. Il ne s'agissait pas de harcèlement aveugle, mais d'une guerre psychologique calculée. Les jeunes ont décrit comment Morrison avait constitué des dossiers détaillés sur leur famille. Ils prenaient des photos de leur maison, suivaient leurs activités quotidiennes et les suivaient à l'école et au travail. Ils savaient où je travaillais, à quelle heure je finissais, quel bus je prenais pour rentrer, raconte Marcus Jr., un employé de supermarché de 17 ans. Il passait en voiture et me fixait. J'avais peur de sortir de chez moi. Rebecca Washington, belle-fille du général et avocate spécialisée dans les droits civiques, a mis en place un service d'aide juridique gratuit. Elle a utilisé les fonds de l'Association des anciens combattants pour aider les familles à porter plainte et à intenter des actions en justice. Toutes ces familles ont des motifs de plainte pour violation des droits civiques au niveau fédéral, a expliqué Rebecca. Nous garantirons la justice pour tous. À la fin de la première semaine, 37 familles s'étaient inscrites comme témoins. Chaque témoignage constituait une pièce essentielle du puzzle des abus systématiques. L'agent Torres a assisté à chaque réunion, prenant des notes détaillées et recueillant des preuves. Les témoignages ont confirmé ses soupçons. L'équipe de Morrison opérait comme une unité militaire ciblant les civils. Ils utilisaient des tactiques de contre-espionnage contre les citoyens américains, confia l'agent Torres au général en privé. Morrison étudiait les habitudes des individus,
cartographier leurs relations et créer des dossiers détaillés. Il s'agissait de surveillance intérieure. Le général connaissait ces tactiques grâce à son expérience militaire. Agent Torres, ces méthodes visent à détruire les communautés de l'intérieur. C'est quelqu'un ayant reçu une formation militaire qui les a enseignées. À mesure que de plus en plus de familles se manifestaient, une tendance se dessinait. Morrison et ses partenaires n'arrêtaient pas les gens au hasard. Ils ciblaient les familles dont les adolescents faisaient preuve de leadership ou réussissaient leurs études. Zara avait été ciblée parce qu'elle était une élève brillante et chef de la brigade des majorettes. Damon Louis, parce qu'il a organisé un programme musical pour les jeunes. Angela Foster, parce qu'elle a fondé un groupe de soutien scolaire pour les pères. Ils essayaient de détruire nos futurs dirigeants avant qu'ils ne grandissent, a réalisé le général lors d'une réunion. Le général Washington s'est levé et s'est adressé à l'Assemblée. Mes amis, nous ne combattons pas seulement les mauvais policiers. Nous combattons un système conçu pour maintenir nos enfants dans la peur et l'impuissance. La foule a répondu avec détermination. Ils avaient trouvé leur voie et leur courage, mais ils savaient que la véritable bataille ne faisait que commencer. L'agent Torres distribua des relevés bancaires à la table de conférence du siège du FBI. L'enquête financière avait révélé un réseau de corruption qui choquait même les agents fédéraux les plus expérimentés. Morrison possède 3 propriétés évaluées entre 1 et 2 millions de dollars, a expliqué Thor à son équipe. Il a acheté 2 voitures pour un total de 80 000 dollars. Son salaire officiel est de 68 000 dollars par an. Le calcul ne tenait pas debout, à moins que Morrison n'ait d'autres sources de revenus. Les enquêteurs du Trésor ont retracé l'argent des comptes de Morrison jusqu'à Atlantic Security Solutions. Mais Atlantic Security n'était qu'un début. L'argent vient d'ailleurs, explique Sarah Kim, agente du Trésor. Atlantic Security reçoit des subventions fédérales destinées au programme de sécurité urbaine. Le général Washington examina les documents financiers grâce à ses compétences acquises lors des audits militaires. Il repéra des tendances que les jeunes agents n'avaient pas remarquées. Regardez ces dates de paiement, souligna-t-il. Morrison recevait des primes immédiatement après ses arrestations dans certains quartiers. Il était payé à chaque arrestation. Le système était simple et diabolique. Morrison recevait un salaire mensuel de base de 15 000 dollars d'Atlantic Security. Il gagnait 5 000 dollars de primes pour chaque arrestation dans les zones ciblées. Mais Morrison n'était pas le seul à être rémunéré. Le capitaine Steele recevait 25 000 dollars par mois en honoraires de consultant. Le commandant a gagné 30 000 dollars pour sa supervision administrative. Même leur famille bénéficiait de la corruption. L'épouse de Morrison occupait un faux emploi chez Atlantic Security, rémunéré 40 000 dollars par an. Son fils recevait une bourse de 20 000 dollars d'une fausse fondation. L'agent réalisa qu'ils avaient créé une économie fictive. Emploi, bourse, contrat de conseil, tout cela financé par des fonds fédéraux volés. La découverte la plus choquante est survenue lorsque les agents ont retracé la source initiale des fonds. L'argent d'Atlantic Security provenait de saisies immobilières, maisons et commerces confisqués à des familles après de fausses arrestations pour trafic de drogue. Ils ont volé des maisons et utilisé cet argent pour financer de nouvelles arrestations, a déclaré Thor avec dégoût. C'est un cercle vicieux qui s'auto-alimente. Le général Washington a reconnu cette stratégie grâce aux renseignements militaires. Agent Torres, c'est une guerre économique. Ils détruisent financièrement des familles et utilisent ensuite cet argent pour cibler d'autres familles. L'enquête a révélé que 12 services de police étaient impliqués dans ce stratagème. Des policiers de Détroit, Memphis, Birmingham et Phoenix avaient tous reçu des paiements de sociétés écrans similaires. Les auditeurs fédéraux ont estimé que 47 millions de dollars avaient été détournés de programmes de sécurité légitimes sur 5 ans. Cet argent aurait dû être consacré à de véritables initiatives de sécurité communautaire, à des centres pour jeunes et à la prévention de la criminalité. Au lieu de cela, il a financé une armée privée de policiers corrompus ciblant des familles innocentes. Nous devons récupérer chaque dollar, a conseillé le général Washington. Dans l'armée, nous avons appris que suivre l'argent mène toujours à la structure de commandement. L'agent Torres a déclaré, « Général, nous aurons besoin de votre aide pour identifier la personne qui dirige cette opération. » Le général a examiné des documents financiers attestant de paiements versés à des centaines d'officiers dans plusieurs États. Il ne s'agissait pas d'une corruption aléatoire, mais d'un crime organisé. Agent Torres, la personne qui a créé ce système possède une expérience militaire en opérations financières et en guerre psychologique. Nous recherchons une personne ayant une formation spécialisée.
Torres sortit un dossier marqué « Top secret ». « Général, je crois que nous l'avons trouvé. » L'agent ouvrit le dossier confidentiel et montra au général Washington la photo d'un homme en uniforme militaire. Le reconnaissant, le général murmura « Vincent Carvey. J'ai essayé de le traduire en cour martiale il y a 15 ans. » Torres hocha la tête d'un air sombre. Carvey a disparu avant son procès militaire. Nous pensions qu'il avait fui le pays. Au lieu de cela, il a bâti ce réseau sous notre nez. L'enquête a révélé que Carvey coordonnait les opérations policières dans 6 États. Il organisait des réunions trimestrielles au cours desquelles les superviseurs discutaient des quotas et des méthodes permettant d'optimiser les saisies d'actifs. Carvey traite les quartiers américains comme des territoires ennemis, expliqua Thor. Il utilise des tactiques d'occupation militaire contre nos propres citoyens. Des agents fédéraux ont intercepté les communications entre Carvey et les superviseurs de la police, révélant ainsi la profondeur de la conspiration. Carvey a coordonné des opérations secrètes ciblant les zones urbaines problématiques, formant la police à utiliser la peur et l'intimidation contre les communautés. Son réseau a déployé des agents corrompus, dont Morrison, dans des quartiers à forte densité noire de plusieurs villes, menant une guerre psychologique systématique sous couvert de maintien de l'ordre. Atlantic Security, propriété de Homeland Defense Corporation, HDC, a financé ces opérations. HDC, une importante entreprise militaire privée, a profité des prisons, des technologies de surveillance et du matériel militaire. D'anciens officiers militaires tombés en disgrâce ont mené ces opérations, recrutant des vétérans pour diriger des cellules locales sous le commandement crypté de Carvey. Ces tactiques s'inspiraient des méthodes de contre-insurrection utilisées en Irak et en Afghanistan, adaptées illégalement pour opprimer les civils américains. Les principales cibles incluaient des dirigeants communautaires, des étudiants, des jeunes militants et des familles de militants. Zara Washington figurait parmi les cibles. Des agents fédéraux ont mis au jour une corruption généralisée. Juges et procureurs ont accepté des pots de vin pour fermer les yeux sur les abus. De riches bailleurs de fonds, dont des entreprises de défense et des propriétaires de prisons, ont alimenté financièrement le réseau. 7. Armée fantôme a agi contre la Constitution et la confiance du public. Les courriels de Carvey ont révélé des plans visant à détruire des communautés entières en éliminant les futurs dirigeants avant qu'ils ne puissent s'élever. L'enquête a déclenché des raids coordonnés du FBI dans 6 États, visant à démanteler simultanément l'opération. Lors de ce procès historique, 47 accusés ont été confrontés à plus de 300 chefs d'accusation fédéraux, notamment pour meurtre, violation des droits civiques, complot et corruption. Des témoignages et des enregistrements accablants ont révélé leur ciblage délibéré et la terreur qu'ils ont exercée à l'encontre des communautés noires. Morrison reconnut avoir fabriqué des preuves et ordonné des meurtres. Tandis que des survivantes comme Eleanor Lewis et Zara Washington témoignèrent des dommages personnels et psychologiques infligés. Le tribunal entendit comment la police traitait les quartiers comme des territoires ennemis occupés, appliquant des tactiques militaires à l'échelle nationale. Le jury reconnut Morrison, Steele, et Carvey et les responsables de Homeland Defense coupables de multiples chefs d'accusation. Les peines allaient de 25 ans de prison à la réclusion criminelle à perpétuité. Ce verdict marqua une victoire historique contre la corruption policière systémique et le terrorisme racial. Des réformes suivirent. La formation policière nationale intégra le « protocole de Washington », interdisant les tactiques de type militaire contre les civils. La surveillance communautaire s'intensifia. Et de nouveaux dirigeants remplacèrent les agents compromis. Zara créa une bourse de leadership en hommage aux victimes. Tandis que des fonds d'indemnisation soutinrent les familles touchées. Des centres communautaires, comme le centre Damon Lewis d'Eleanor, proposèrent des formations et du mentorat sur les lieux des tragédies. Les délégations internationales étudièrent ces réformes comme un modèle de lutte contre la corruption policière. Le général Washington devint conseiller mondial pour le respect des droits civiques. 5 ans plus tard, des quartiers autrefois terrorisés retrouvèrent espoir. Des jeunes comme Zara obtinrent leur diplôme à West Point et s'engagèrent à défendre les droits constitutionnels. Cet héritage de courage et de justice continue d'inspirer les nouvelles générations.